Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette troisième séance déjà de Facebook Live Stream. Une autre séance palpitante nous attend aujourd'hui. On a encore une invitée spéciale qui va venir nous parler d'astronomie, d'observation également en astronomie. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur avec le ciel, le soir, la nuit, de jour. Sans plus tarder, je vous présente notre petit plan du jour. On va parler d'astronomie, d'observation et par la suite, si vous avez des questions, vraiment, on va les attendre avec intérêt. On va surveiller ça et on va vous donner encore une fois des suggestions d'activités pour pouvoir parler d'astronomie à l'extérieur pendant les prochains jours, les prochaines semaines. Nous accueillons sans plus tarder Marie-Ève No. Donc, Marie-Ève No, c'est notre invitée. Elle est astronome et elle travaille à l'IREX à l'Université de Montréal. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Jean-Philippe, merci de m'accueillir. Donc Marie-Ève, est-ce que tu peux te présenter un peu? Donc, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je me définis comme une astronome et je travaille à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, l'IREX, à l'Université de Montréal. Je suis aussi très, très intéressée par tout ce qui est éducation et communication scientifique. Donc, le poste que j'occupe à l'IREX est lié à ça aussi. Et donc, pendant qu'on y est, première question, peut-être qui semble banale, mais qu'est-ce que c'est un astronome? Ben, c'est pas une question banale. Je pense que ça vaut la peine de faire une petite définition, puis même de distinguer entre certains termes qui sont parfois un peu mélangés. Donc, moi, je dis que je suis astronome, mais on peut aussi dire que je suis astrophysicienne. J'ai fait un doctorat en physique avec comme spécialisation l'astrophysique. Souvent, on utilise, en tout cas, de mon côté, j'utilise astronome ou astrophysicienne d'une manière un peu interchangeable. Il y a une petite blague là, qui circule dans nos réseaux qui dit que, bon, quand, par exemple, on parle avec quelqu'un de nouveau puis qui nous demande c'est quoi notre métier, on va dire astrophysicien si on n'a pas trop le goût de parler, puis on va dire astronome si on a plus le goût de parler. Pour moi, j'aime bien dire astronome parce que j'ai souvent le goût de parler. Donc, je trouve que c'est un terme qui est plus accessible. Dans le milieu, des fois, on utilise astronome pour parler plus des gens qui font des observations, puis astrophysicien pour parler des gens qui vont vraiment étudier les phénomènes physiques qui sont derrière les observations, qui permettent d'expliquer. Mais la réalité, c'est que souvent, en tout cas, c'est de nos jours, il y a pas grand monde qui font juste observer puis pas du tout étudier la physique derrière. Donc, un astronome est généralement un astrophysicien, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui s'intéressent plus aux modèles, là, vont être vraiment des astrophysiciens purs, vont jamais mettre l'œil au télescope. Un autre terme on rentre souvent là-dedans, c'est astronaute. Moi, j'ai souvent besoin d'expliquer que je ne suis pas astronaute, je ne vais pas dans l'espace, je n'ai jamais été dans l'espace. Et personnellement, j'aimerais mieux rester les deux pieds sur Terre. Je pense que j'aurais très peur dans l'espace, même si ça a l'air très cool comme métier. Puis il y a aussi le fameux astrologue qui, là, est pas un scientifique. Donc ça a vraiment rien à voir, là. C'est quelque chose de complètement distinct. Et puis à la maison, à partir de quand est-ce qu'un amateur peut se définir comme un astronome? Il n'y a pas de règle formelle, là. Je pense qu'il y a un astronome en chacun de nous, parce que forcément, tous les humains qui ont déjà levé les yeux au ciel pendant le jour, mais encore plus peut-être pendant la nuit, et s'est posé des questions, moi je dirais que ça, c'est un comportement d'astronome. Donc, regarder le ciel puis se poser des questions, c'est ce que fait un astronome. Donc, tous les enfants, tous les adultes, peu importe qui regarde le ciel, se pose des questions. Pour moi, ça, c'est un astronome. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont fascinés par l'astronomie, qui passent beaucoup, beaucoup de temps à observer le ciel, s'achètent des équipements ultra sophistiqués. Puis là, eux, ils méritent vraiment, là. Puis ils défendent leur titre, je veux dire, d'astronome. Je suis pas très protectionniste sur le terme, personnellement. Alors, à la maison, donc, si vous avez envie d'être astronome, vous pouvez acquérir les petites bases et vous revendiquer d'être un astronome. Donc, peut-être pour en apprendre un peu plus, puis justement avoir une base comme futur astronome à la maison, peux-tu nous définir peut-être c'est quoi la différence pour qu'on commence là, à positionner les choses, la différence entre une lune, une planète, une étoile, une galaxie, ça paraît parfois des choses simples. On a commencé
avec des questions un peu plus simples, mais juste pour être certain qu'on a la même base, puis que on s'entend là sur qu'est-ce qui est quoi. Donc, la différence entre une lune, une planète, une étoile et une galaxie. Oui, je suis contente que tu me poses la question, en fait, Jean-Philippe, parce que des fois, je vais parler avec des gens de mon entourage ou avec des enfants quand je vais visiter des écoles, puis je commence à parler de certaines choses, puis je suis très enthousiaste, puis à un moment donné, je me rends compte qu'on n'a pas ce vocabulaire commun-là. Donc, ça vaut la peine de commencer par clarifier. Donc, nous, ici, les humains, on habite sur une planète. C'est la planète Terre. La plupart des gens savent ça, donc c'est déjà un bon début. Et il y a d'autres planètes qui, comme la Terre, tournent autour de notre étoile, qui est le Soleil. Donc, toutes les planètes qui tournent autour de notre étoile, c'est les planètes de notre système solaire. Et on les apprend là, souvent quand on est petit, là, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Il y a plein de petits trucs là pour retenir les noms des planètes dans l'ordre, des trucs mnémotechniques qu'on apprenait quand on était jeune. Puis c'est très, très pratique pour se souvenir de l'ordre exact des planètes, donc des corps qui sont rocheux ou gazeux, qui sont de relativement petite taille comparées aux étoiles, qui, elles, sont très, très grosses. Donc, les planètes sont en orbite autour des étoiles. Puis, à travers ça, dans notre système solaire et dans d'autres systèmes solaires aussi, on se doute, il y a des corps plus petits qu'on appelle des lunes ou des satellites naturels. Donc, nous, autour de la Terre, on en a une lune. Puis on l'appelle sans grande originalité la Lune. Mais on peut utiliser, c'est ça, le nom Lune avec un petit L ou satellite naturel pour parler de petits corps comme ça, rocheux, qui sont en orbite autour de planètes. Donc, si on se résume, on a les lunes qui sont en orbite autour des planètes et les planètes qui sont en orbite autour des étoiles. J'aime ça utiliser mes mains, mais je manque un peu d'espace. Et puis, encore plus grands que ça, des objets qui sont encore plus grands et qui sont encore plus, comment je pourrais dire? Ouais, c'est ça, des objets encore plus grands. On parle de galaxies qui, là, sont des regroupements d'étoiles. Donc, seulement dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a des centaines de milliers d'étoiles. Donc, c'est un peu fou quand on pense à ça, là, à quel point c'est grand l'univers. Puis c'est dur des fois de se retrouver dans l'espace parce que tout est grand dans l'univers. Tu sais, si on parle juste pour aller jusqu'à la Lune, c'est déjà une distance qui est immense, plusieurs fois, tu sais, la distance qui peut séparer 2 points sur Terre, par exemple. Mais la Lune, c'est la porte d'à côté, là, astronomiquement parlant. Des fois, on entend parler de missions pour aller sur Mars, envoyer des hommes sur Mars, des humains sur Mars. Des hommes et des femmes, je devrais dire. Et puis, déjà là, c'est extrêmement difficile là, d'imaginer d'envoyer des humains sur la planète d'à côté. Mais là, on est encore dans notre système solaire. On parle encore des planètes qui tournent autour de notre étoile, le Soleil. La prochaine étoile est beaucoup plus loin. Donc, c'est ça. Des fois, ça vaut la peine de remettre les choses en perspective. Oui. Alors, c'est quand même assez fascinant comme monde et puis assez vertigineux quand on se met à penser à tout ça. Puis bien souvent, quand on pense à l'observation des étoiles, par exemple, on associe vraiment l'astronomie généralement à la nuit. Mais on a eu une question très intéressante et puis ben faut pas oublier que le groupe des sciences dehors à l'école, on va chercher un public là, peut-être élargi en ce moment avec les gens qui sont à la maison. Mais on est destiné aux enseignantes, enseignants pour leur donner des idées d'activités, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut utiliser le milieu à l'extérieur pour faire des sciences. Mais l'école, ça se passe de jour. Donc, une question super intéressante qu'on a eue avant qu'on te rencontre sur la page des sciences dehors à l'école. Est-ce que faire de l'astronomie en plein jour dehors à l'école, c'est possible? Oui, c'est une super bonne question. Puis, je suis contente de profiter de l'occasion pour vous parler du travail d'une de mes très bonnes amies et collègues qui s'appelle Julie Bolduc-Duval, qui travaille pour un organisme qui s'appelle À la découverte de l'univers. J'aimerais ça que tout le monde connaisse cet organisme-là parce que c'est un organisme qui fournit des services qui sont tout à fait gratuits pour les éducateurs, mais aussi pour les parents qui seraient intéressés à enseigner à leurs enfants. Mais ça s'adresse vraiment justement pour les enseignants, pour les éducateurs qui travaillent
travaillent dans des musées, par exemple. Et puis, c'est financé complètement par les universités derrière qui veulent rendre l'astronomie accessible au plus grand nombre. Donc, Julie, il y a quelques années, a créé un petit document qui s'appelle Lever les yeux vers le ciel. Et dans ce document-là, ça répond exactement à la question, à l'excellente question qui nous a été posée. Il y a une série, je pense, de 8 activités qui peuvent être faites en plein jour avec des élèves. Puis c'est vraiment bien expliqué là, pour le contexte de l'école. Par exemple? Oui, c'est ça. Moi, quelque chose que je penserais tout de suite à faire, c'est de commencer à être attentif, premièrement, au mouvement de notre étoile, le Soleil. Donc, le Soleil, oui, on sait, le Soleil se lève, le Soleil se couche, on le voit se déplacer, mais juste prendre le temps de lever les yeux vers le ciel puis d'observer vraiment où il est, à quelle heure, c'est intéressant. Donc, dans le petit document, on présente une activité qui est liée à observer son ombre tout au long de la journée. Donc, on peut comme ça sortir avec les élèves ou avec nos enfants maintenant en période de pandémie pour aller mesurer l'ombre et voir comment elle se déplace tout au long de la journée. Puis ça, évidemment, mais ça a un rapport avec la position du soleil pendant la journée. Donc, on sait que le soleil va se lever près de l'est, va se déplacer dans le ciel en passant par le sud et se coucher à l'ouest. Donc, si on se place dans une cour de récréation, par exemple, avec nos élèves qui sont en petits groupes, on peut observer que notre ombre, l'ombre que notre corps va projeter sur le sol, va varier à la fois en longueur, parce que le soleil ne sera pas à la même hauteur dans le ciel tout au long de la journée, mais aussi en direction, à mesure que le soleil va se déplacer dans le ciel. Puis ça, c'est une belle introduction déjà à amener l'idée que, parce que c'est pas tout à fait intuitif, là, quand on est sur Terre depuis toujours, on voit le soleil se déplacer, puis il faut bien rappeler aux élèves que c'est le mouvement apparent du soleil, dans le sens que pourquoi le soleil a l'air de se lever, de se coucher, de se déplacer, c'est lié au fait que la Terre tourne sur elle-même, donc en une journée. Donc ça, c'est déjà une belle activité à faire là, qui est accessible même avec les plus jeunes. Et puis, par la suite, si on veut le faire plus qu'une fois dans l'année, donc j'imagine aussi l'ombre, si on le regarde à une certaine heure pendant l'automne, pendant l'hiver ou au printemps, on pourrait observer certaines différences. Et là, ben, il y a des gens là, qui commencent à réagir. On allait vous dire plus tard qu'évidemment, on pourra répondre à vos questions, mais déjà, il y a Julie, une de nos fidèles auditrices en direct de la maternelle dehors de Madame Julie, qui nous demande justement, qui nous dit justement ben, qu'on voit aussi souvent la Lune dans le jour. Donc, il y a des journées où on voit la Lune, il y a d'autres journées où on la voit pas. Pour quelle raison? Ben, merci Julie, parce que c'est justement de ça que je voulais parler ensuite. Donc, on pense souvent au soleil comme étant l'astre de jour et à la lune comme étant l'astre de nuit, mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment conscientiser qu'on voit la lune pendant le jour très souvent. En fait, étant donné que la Terre tourne sur elle-même, donc des fois la partie de la Terre sur laquelle on est va faire face à la lune, puis des fois non. Donc la lune va se lever et se coucher dans le ciel, un peu comme le soleil. Mais comme la lune est en orbite autour de la Terre et fait le tour de la Terre en 29 jours et quelques, là, bon, environ 30 jours, c'est le fameux cycle lunaire, ben elle va pas toujours se lever et se coucher à la même heure. Donc, par exemple, puis là, je me prends des petites notes parce que c'est toujours un peu mêlant, mais si on veut regarder la Lune en après-midi, on peut le faire la semaine avant la pleine Lune. Puis là, c'est possible de le visualiser là, si on se fait un petit schéma là, du Terre, Lune, Soleil, ou si on va utiliser, par exemple, un logiciel comme Stellarium. Stellarium qui est un logiciel gratuit qui va nous montrer le ciel à un moment donné, le moment qu'on choisit. C'est vraiment une belle ressource d'ailleurs pour les enseignantes et même pour les amateurs d'astronomie, là, très, très débutants. C'est vraiment un bel outil. Et Marie-Ève, juste, tu nous disais, le cycle de la Lune est 29, presque 30 jours. Il me semble qu'on s'imagine généralement que c'est 28 jours le cycle de la Lune. Ben, ça prend à peu près 30 jours pour la Lune de passer d'une pleine Lune jusqu'à une nouvelle pleine Lune. Là. Il y a une petite distinction étant donné que la Terre tourne autour du Soleil. C'est peut-être là où il y a une petite variation entre les chiffres. Là. Et puis là, ben, je te pose une question. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que tu connais un peu sur la couleur du ciel? Parce que
dans le jour, il y a quand même quelque chose d'un peu frustrant. On aimerait ça pouvoir observer comme pendant la nuit, mais on a l'impression qu'il y a comme un couvercle qui fait en sorte qu'on peut rien voir. Pourtant, Oui, il n'y a rien physiquement qui est là. On a non. le soleil qui est là, on a un phénomène qui se passe, mais est-ce que tu peux nous en dire, même si c'est juste de façon très générale, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi Tout est-ce à que ça fait. nous empêche de voir ce qu'on peut Oui, ben voir c'est la ça. nuit? Nous, en fait, on a la chance et la malchance d'avoir une planète qui est entourée d'une fine couche de gaz. C'est notre atmosphère. Je dis la chance parce que c'est grâce à ça qu'on respire. Et c'est une couche qui nous protège de plusieurs dangers là, qui pourraient nous atteindre autrement. Mhm. Donc, par exemple, des petites roches qui arrivent de l'espace ou même, justement, certains des rayonnements du soleil. Par contre, étant donné qu'on a cette belle couche de gaz-là, ça nous empêche aussi de faire, d'observer les étoiles en plein jour, parce qu'on sait en fait que les étoiles, elles sont là tout le temps. C'est juste que nous, on n'est pas capable de les observer pendant le jour parce qu'on a justement cette grosse étoile juste à côté de nous, le Soleil, qui va avoir tellement une lumière vive. Et puis, cette lumière-là va être diffusée partout dans l'atmosphère. Puis ça va faire effectivement comme si on avait un dôme qui nous empêche de voir pendant le jour. Heureusement, le soleil se couche la nuit, puis on est capable de faire des observations de toutes les belles étoiles qui nous entourent. Tu parlais de la couleur du ciel, donc ça, c'est lié vraiment au fait qu'il y a certaines couleurs qui vont être plus diffusées que d'autres dans l'atmosphère, tout dépendant des gaz qui sont dans l'atmosphère. Puis justement, on est capable de voir aussi que la couleur du ciel varie un peu de jour en jour, selon la position du soleil, selon la présence En des fin de nuages. journée aussi, le ciel va changer de couleur. Ben, tu sais, par exemple, quand on observe un coucher de soleil, on est capable de voir que là, il prend. Mais nous, en astronomie, souvent, on va contourner ce problème-là en envoyant des télescopes dans l'espace qui sont capables justement de faire des observations tout le temps. Donc, c'est une des manières de contourner le problème. Oui. Bon, ben, écoute, merci beaucoup vraiment. Je pense qu'on a été déconnecté 5 secondes, mais je pense que ça n'a pas duré trop longtemps. OK. Donc, aussi, ben, juste avant d'enchaîner avec la prochaine question, une activité qui est super simple à faire avec des jeunes. Vous prenez une source de lumière, on peut prendre une ampoule et qui va avoir un effet direct. Et par la suite, vous prenez un objet qui est de forme sphérique et un deuxième objet de forme sphérique. Et par la suite, tantôt, là, tu utilisais tes mains pour Oui, j'avais même parler. amené du matériel, mais ça peut être fait justement avec juste une lumière qui est dégarnie de son abat-jour, là. On est capable de voir, tu sais, relativement facilement, comme là, je fais face à une fenêtre, donc je fais face à la lumière, puis là, on voit, tu sais, ici, c'est le côté jour, puis on est capable de faire des petites simulations, donc ça pourrait représenter la Lune, puis être capable comme ça vraiment de mieux comprendre, parce que c'est très difficile à comprendre là, dans les airs. Même pour moi, ça fait des années que j'étudie ces phénomènes-là, j'ai besoin encore de voir, de conceptualiser qu'est-ce qui se passe. Comme tu dis, ça se fait très bien avec un Mhm. matériel relativement simple. Parce qu'une des grandes difficultés, un des enjeux de l'enseignement des sciences, c'est que parfois, ben, il faut avoir une pensée abstraite qui est quand même plus développée. Il y a des sujets scientifiques où c'est pas nécessairement le cas, où on peut être en contact réel avec les objets de savoir. Mais l'astronomie, vraiment, de toutes les disciplines des sciences de la nature, c'est vraiment celle où il faut recourir le plus à la démonstration scientifique parce que on n'a malheureusement pas beaucoup de gens qui vont pouvoir aller dans l'espace, puis même les gens qui peuvent aller dans l'espace vont pas pouvoir être en contact avec tous les phénomènes à l'étude. Donc, c'est quand même important. Puis vraiment, à la maison, essayez cette activité-là. Prenez deux sphères, deux objets. Vous pouvez utiliser la source lumineuse comme le Soleil. On peut avoir une Terre et la Lune. Vous pouvez reproduire le cycle du jour. Vous imaginez où c'est la nuit, où c'est le jour. On peut essayer de simuler les phases de la Lune également. On peut regarder à quel endroit est-ce que ma Lune va être et la planète quand on a une éclipse du Soleil ou de la Lune. Donc, ce sont vraiment toutes des petites activités que vous pouvez faire facilement pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe là, à Oui. l'extérieur. Donc, ensuite, on a une autre question qui est assez intéressante. Donc, on ne peut pas tout voir dans le ciel, mais quelle planète est-ce qu'on peut voir à l'œil nu?
C'est une très bonne question parce que souvent, mettons, moi j'habite à Montréal, puis si j'ai la chance d'être dehors là quand il fait nuit, les premières étoiles que je vais voir, c'est-à-dire les choses les plus brillantes que je vais voir dans le ciel, c'est généralement des planètes. Donc c'est pas tout le monde qui sait qu'on est capable de voir des planètes à l'œil nu de la Terre, puis même que c'est parmi les choses les plus brillantes qu'on peut observer, parce que dans le fond, ces objets-là sont beaucoup plus proches de nous que ne le sont les étoiles. Puis, il faut savoir aussi que les planètes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des boules de roche ou des boules de gaz. Elles ne produisent pas de lumière par elles-mêmes, mais plutôt elles reflètent la lumière de notre étoile, le Soleil. Donc, ces jours-ci, c'est possible de voir un très beau spectacle. Puis ça fait déjà plusieurs semaines. On voit Vénus, donc à tous les couchers de soleil, puis même un peu, en fait, quelques dizaines de minutes là, avant le coucher de soleil, on est capable de voir Vénus qui va se trouver dans le fond à être très 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 brillante, puis on va être capable d'avoir, ça va être le point de lumière le plus brillant dans le ciel. Pour si s'aider, vous mais la on a des cherchez, applications maintenant qui peuvent aussi être utilisées pour ça. Hein? Oui, tout à fait. C'est ça que je faisais référence à ça tout à l'heure. Si vous êtes très motivé, vous pouvez installer Stellarium sur votre ordinateur. Il y a aussi une version pour sur un navigateur web. Il y a aussi plusieurs applications qui peuvent être téléchargées sur les téléphones qui sont très, très utiles pour être capable, même en temps réel, là, on prend notre téléphone nous situe grâce au GPS, puis on est capable de pointer dans le ciel et de dire « Ah, OK, ça, c'est Vénus ». Mais si vous la cherchez ce soir, dans le fond, observez de quel côté le soleil se couche, puis ça va être de l'autre côté. Et puis, vous allez être capable d'avoir très, très bien. Puis ça peut être une première belle observation à faire avec les jeunes parce que c'est pas trop tard non plus. Puis, c'est vraiment... je trouve que ça crée un lien entre les jeunes et l'espace, parce que là, on imagine ce point de lumière-là, c'est une planète. La planète Vénus, c'est une planète qui est aussi grosse que la Terre, ou presque, là, un petit peu plus petite, mais quand même. Donc, penser à ça, je trouve que ça éveille une belle curiosité, puis un beau lien quasiment émotif envers les objets astronomiques. Tu parles des jeunes, donc je sais que il y a des adultes qui nous écoutent en direct là, avec des jeunes à la maison et on a une question d'Antoine qui a 6 ans, juste avant de passer à la prochaine question, qui se demande pourquoi est-ce que la Lune avance toujours en même temps que lui? OK, je trouve ça super intéressant ta question, Antoine. Merci de nous écouter. Puis c'est drôle parce que mon fils me pose la même chose. Puis je pense qu'en fait, c'est un effet. Je me suis jamais intéressée scientifiquement à la question, puis c'est mon garçon qui me pose la question. C'est juste parce qu'elle est très, très, très loin. Donc, peu importe si on se déplace un petit peu là sur la surface de la Terre, la Lune va toujours avoir l'air d'être là puis de nous suivre. Donc, si on part de l'école puis on va jusqu'à la maison, on va encore voir la Lune dans le ciel. Elle ne nous suit pas, mais elle est là au-dessus de nos têtes puis elle est très, très loin. Donc, c'est comme si elle reste avec nous. Un peu comme le soleil qui reste avec nous pendant toute la journée puis il bouge juste un petit peu à la fois. Tout à fait. C'est vraiment lié au fait que c'est très, 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 très loin, ces objets-là. Ouais. Alors, si vous avez d'autres questions, continuez à nous écrire là, pour les personnes qui sont en direct. On passe à une prochaine question. Donc, maintenant, on s'éloigne un petit peu des planètes peut-être là, qui sont plus proches de nous. C'est quoi l'étoile qui est la plus proche de nous, Marie-Ève? Je vais répondre, puis je vais juste dire avant, parce que peut-être qu'il y en a qui se demandaient, y a-t-il d'autres planètes que Vénus? Donc, ces temps-ci, dans le ciel de soir, il y a Vénus, mais dans le ciel du matin. Donc, si vous êtes des lève-tôt, là, avant le lever du soleil, vers 5 heures, vous allez aussi être capable de voir Jupiter, Saturne et Mars qui vont se lever à peu près en même temps que la Lune. Donc, on est dans le dernier croissant de Lune, donc un petit croissant là, de la Lune. Et il y a aussi ces 3 planètes-là qui vont être facilement visibles à l'œil nu le matin. Puis tout au long de l'année, là, ces configurations-là vont changer. Donc, il peut y avoir des périodes de l'année où vous allez être capable de voir Jupiter, Mars, Saturne ou Mercure le soir ou le matin, et vice-versa. Donc, il y a 5 planètes qu'on est capable de voir, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne. Et là, je passe à ta prochaine question sur l'étoile la plus proche de nous. Il faut peut-être dire d'abord que les étoiles sont toutes très, très loin.
premièrement. L'étoile la plus proche de nous, souvent on se fait avoir quand on répond à cette question-là comme astronome, là, mais c'est le Soleil, l'étoile la plus proche de nous. Mais des fois, on n'y pense même pas parce que ça, c'est notre étoile, puis on est tellement habitué de le voir comme quelque chose de spécial qu'on n'y pense pas. Et quand on préparait la rencontre d'aujourd'hui, tu me disais qu'il y a même des astronomes professionnels, quand ils se font poser la question, qui se font prendre au piège, puis qui pensent trop loin, puis qui oublient de penser au Soleil. Ben oui, tout à fait. Fait que oui, c'est ça. Donc, le Soleil se trouve là. Je vais garocher des gros chiffres, puis je les ai notés parce que moi, j'ai un défaut d'astronome. Je ne retiens pas de gros chiffres. Mais là, je les ai notés parce que des fois, il y en a qui aiment ça avoir des gros chiffres. Le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Cette unité-là, c'est très, 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 très grand. Là. Tu sais, des fois, on peut imaginer plutôt que ça prendrait des jours et des jours se rendre là à la vitesse d'une voiture sur l'autoroute, par exemple. On appelle ça aussi, la distance entre la Terre et le Soleil, une unité astronomique. Puis, des fois, on parle aussi en termes de années-lumière. Donc, il y en a peut-être qui ont déjà entendu dire « Ah, c'est à tant d'années-lumière ». Donc, le Soleil n'est pas à... Puis ça, c'est cette unité-là, c'est simplement la vitesse que ça prend à la lumière pour parcourir... Mon Dieu, qu'est-ce que je dis là? C'est simplement la distance que parcourt la lumière en une année. Bon, même moi, je me trompe des fois dans ma manière de l'expliquer. Le Soleil est à 8 minutes-lumière, donc est relativement proche. Ça veut dire que les rayons du Soleil prennent 8 minutes pour nous arriver. Puis la lumière, c'est ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers, donc 8 minutes quand même. Ça veut dire que si le Soleil s'éteignait par magie, ça n'arrivera pas. Ça prendrait quand même 8 minutes avant qu'on s'en aperçoive. Ensuite, l'étoile la plus proche est pas à des heures-lumière, est pas à des jours-lumière, ni à des semaines-lumière, elle est à des années-lumière. Wow. Donc, on parle de Proxima du Centaure, qui est à 4,2 années-lumière. Donc, c'est proche, très, très loin. Ça, c'est la plus proche, oui. Ça veut dire que si on était capable, je sais pas, on se rendait compte, par exemple, qu'il y a une civilisation extraterrestre qui habite sur Proxima, puis par miracle, on est capable de s'échanger des messages par texto, là. Ça prendrait 4,2 ans, donc 4 ans et des poussières, pour envoyer notre texto pour qu'il se rende. Puis ensuite, on dirait hey, « Salut, ça va, Proxima? » Il nous répondrait « Ah, ça va bien, les terriens, tout est beau par ici. » Et ça prendrait 8 ans pour faire cet échange-là. Donc, c'est vraiment, vraiment loin. Proxima, donc, on s'imagine même pas l'étoile la plus loin. Non, c'est ça. Les distances sont complètement sont astronomiques. Des fois, on utilise l'adjectif astronomique pour parler de choses très, très, très grandes, puis c'est tout à fait d'adon. Ça nous dépasse un peu, donc... Je veux dire que Proxima du Centaure, c'est une étoile qui est très différente du Soleil. C'est une étoile qu'on appelle une naine rouge. On se casse pas la tête avec les termes là en astronomie. Si on dit que c'est une naine rouge, ça veut dire qu'elle est petite et qu'elle est rouge. Donc c'est une étoile qui est beaucoup plus petite que le Soleil. Et puis on n'est même pas capable de la voir à l'œil nu. Même si c'est l'étoile la plus proche de nous, on n'est pas capable de voir cette étoile-là à l'œil nu. Par contre, on est capable de voir ses deux compagnons qui s'appellent Alpha du Centaure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours non plus, c'est que les points qu'on voit dans le ciel, des fois, c'est une étoile, mais des fois, c'est 2 étoiles qui sont très, très proches l'une de l'autre, puis qui tournent une autour de l'autre. On appelle ça des étoiles binaires. Mm-hmm. Et il existe aussi des étoiles triples. Donc, on va avoir 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre et qui tournent autour d'une autre étoile. Puis il y a même des systèmes quadruples. Puis il y a beaucoup des étoiles les plus brillantes qu'on voit dans le ciel qui sont en fait des systèmes d'étoiles. Et puis, c'est le cas pour Proxima, en fait, qui est en orbite autour de 2 étoiles qui sont plus brillantes et qui sont visibles dans le ciel de l'hémisphère sud. Wow, c'est quand même assez fascinant. Donc ça, oui, c'est pour les étoiles les plus proches. Puis pendant que tu nous parles d'étoiles, justement, une autre question qu'on se pose souvent, pourquoi est-ce que certaines étoiles sont plus brillantes quand on les observe la nuit? Oui, c'est une super bonne question. Puis d'ailleurs, ça s'applique aussi au Soleil. Hein? Tu sais, pourquoi le Soleil est si brillant, puis les autres étoiles qu'on voit dans le ciel le sont moins. Quand je pose la question à mes 5e années là, que je visite régulièrement, il y en a une couple qui sont capables d'imaginer que c'est une question de distance, beaucoup. Donc, il y a des étoiles qui sont très proches de nous, relativement, astronomiquement parlant, puis il y a des étoiles qui sont plus loin. Donc, le Soleil qui était très, très proche est très, très, très brillant. Mais quand on regarde dans le ciel de nuit, il y a des étoiles qui sont à des années-lumière, à des dizaines d'années-lumière, qui sont relativement proches, qui sont dans notre voisinage solaire, donc les étoiles les plus proches de nous. Puis il y a des étoiles qui sont
beaucoup plus loin, donc beaucoup plus loin dans notre galaxie toujours, mais quand même beaucoup plus loin. Et puis par-dessus ça, il y a aussi le fait qu'il existe des étoiles qui sont beaucoup plus petites que le Soleil, et il existe des étoiles qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosses que le Soleil. Donc, 1 millier de fois plus gros que le Soleil, ça existe. Il y a des étoiles qui sont absolument gigantesques. Il y a des super géantes et il y a même des hyper géantes parce qu'on finit par manquer de superlatifs. Donc, des étoiles souvent qui sont ils se sont formées avec plus de masse que le Soleil, ou qui sont en train de traverser les dernières étapes de leur vie, où là, elles grossissent, puis elles deviennent vraiment très grosses, donc très brillantes aussi. Et puis, on a une question super fascinante. Là. Les gens sont vraiment attentifs là, à tes propos. Il y a quelqu'un qui demande, je ne sais pas si tu connais la réponse, est-ce que notre Soleil est synchronisé avec le mouvement d'autres soleils? Donc, c'est une bonne question, ça. C'est une question assez avancée, je dois dire. Donc, dans j'imagine que ce qu'on veut dire, c'est est-ce que l'orbite du Soleil est similaire ou le même à d'autres soleils? Donc, c'est comme ça que je comprends la question. Oui, moi aussi, je le verrais comme ça. Premièrement, il faut savoir que, le Soleil est dans la Voie lactée. Puis la Voie lactée, j'avais amené un petit frisbee là, pour nous aider à visualiser. La Voie lactée, c'est un regroupement d'étoiles. Il y en a vraiment beaucoup, puis ils sont placés dans un disque comme ça. Donc, notre Soleil se trouve à peu près... ici, c'est mon alma mater, l'Université Laval. Donc, le Soleil se trouve à peu près ici, là, autour du centre de la Voie lactée. Puis ce qu'on sait, c'est que le Soleil... dans le fond, se déplace autour du centre de la Voie lactée. Le centre de la Voie lactée, là, il y a un trou noir là, d'ailleurs, puis beaucoup, beaucoup d'étoiles, très grande densité d'étoiles dans le centre, et il fait le tour. Et on sait que probablement que quand le Soleil s'est formé, il y a 5 milliards d'années environ, il s'est formé avec d'autres étoiles dans un nuage de gaz et de poussière, une nébuleuse, où là, il y a eu vraiment une formation de plusieurs étoiles. On sait ça parce que présentement, on est capable d'observer d'autres étoiles qui sont en train de se former dans des nébuleuses. Un des exemples connus qu'on est capable d'observer, c'est dans la constellation d'Orion. Donc, Orion, qu'on reconnaît souvent avec 3 étoiles, une à côté de l'autre. Il y a là une nébuleuse où se forment beaucoup, beaucoup d'étoiles, donc où il y a des bébés étoiles. Et puis, on sait que le Soleil aussi, probablement, a dû se former dans une pouponnière stellaire avec d'autres étoiles, donc avoir à peu près, disons, la même kick de départ que d'autres étoiles. Mais bon, toutes les étoiles se déplacent autour du centre de la galaxie, donc dans ce sens-là, le Soleil partage un mouvement commun, un peu comme toutes les planètes du système solaire tournent autour de notre Soleil. Mais, à ma connaissance, il se déplace pas là, comme il n'est pas gravitationnellement lié, c'est-à-dire qu'il ne va pas toujours rester à côté d'une autre étoile. À notre connaissance, il n'y a pas de compagnon stellaire. C'est pas une étoile double, le Soleil. Mais il se déplace quand même dans la même direction les uns avec les autres. Oui, toutes les étoiles, ou presque, là, se déplacent vraiment, font le tour de la galaxie. Puis, si je me souviens bien, c'est comme de l'ordre de 20 000 ans le temps que ça prend au Soleil pour faire un tour de la galaxie. Mais là, comme je vous ai dit, moi, j'ai vraiment de la difficulté à retenir les grands chiffres, mais c'est de cet ordre de grandeur-là, si je me souviens bien. En tout cas, tu nous aides à bien comprendre tous ces concepts-là, vraiment. Et là, on va augmenter un petit peu le niveau d'abstraction, de complexité. Donc, Marie-Ève, je sais que une de tes grandes passions, ce sont les exoplanètes. Oui, les tout à fait. exoplanètes, c'est quoi? C'est un mot qui sonne compliqué et qui est bien fancy, mais en fait, les exoplanètes, ce sont des planètes. Donc, c'est des boules de roche ou de gaz qui sont en orbite autour d'une étoile, mais on les appelle exoplanètes parce qu'elles sont en orbite autour de d'autres étoiles que notre Soleil. Donc, les planètes de notre système solaire, on les connaît, on les a nommées plus tôt, mais on sait maintenant, on a la certitude depuis à peu près 1995, donc moi j'étais en secondaire 1, c'est calculer mon âge comme ça, qu'il y a aussi des planètes qui sont en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. Puis ça a été, tu sais, on peut... Normalement, tu sais, quand on entend parler d'astronomie, on entend parler de monsieur qui ont vécu à la Renaissance ou
Puis, tu sais, il y a eu plusieurs avancées aussi dans le temps d'Einstein, par exemple. Bon, OK, mais pourquoi ça a été aussi long? Pourquoi ça date d'aussi récemment qu'on est capable de confirmer qu'il y a des exoplanètes? Ben, c'est lié au fait que je vous ai dit un peu plus tôt, c'est que les planètes n'émettent pas leur propre lumière, en tout cas pas dans la lumière qu'on est capable de voir avec nos yeux. Et puis, elles sont très, 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 très proches de leur étoile comparée à la distance immense qui nous sépare là, entre systèmes stellaires ou entre systèmes solaires. Donc, les petites planètes sont complètement noyées dans la lumière de leur étoile. Donc, ça a pris vraiment beaucoup d'ingéniosité, des télescopes super gros, mais aussi des méthodes d'observation très ingénieuses pour être capable d'avoir vraiment la confirmation qu'il y a des planètes autour des autres étoiles. Et là, je te pose une question qui est vraiment toute personnelle, mais pourquoi tu t'intéresses aux exoplanètes? Ben en fait, c'est gentil de me poser la question, ça me fait plaisir d'y répondre. Moi, je me pose des questions dans la vie. Je suis une personne très curieuse, puis je pense qu'il y a plusieurs enfants ou même adultes qui vont se retrouver là-dedans. Des fois, on se donne pas le droit de poser des questions, mais moi, j'ai gardé ce désir brûlant-là de connaître et de comprendre. Et puis, je m'intéresse à toutes les grandes questions. Tu sais, des fois, on dit là, les grandes questions philosophiques, là, d'où on est, d'où on vient, qui on est, où on va. Puis, une des questions qui me taraudait le plus, puis là, je pense que on devance une des questions sur lesquelles on voulait finir, là, mais c'était vraiment, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Puis, ben, par connexion, qu'est-ce qu'on fait ici? Comment qu'on est arrivé? Donc, la question à savoir, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Ben, où est-ce qu'on cherche de la vie? On cherche pas nécessairement de la vie dans les nuages de gaz et de poussière entre les étoiles ou près des étoiles dans le vide, là. Tu sais, on va quand même avoir tendance à chercher de la vie dans des environnements qui ressemblent à la vie qu'on connaît sur Terre, donc sur des planètes et des planètes rocheuses, des planètes terrestres, là, comme celles de notre système solaire qui sont faites en roche, Mars, Vénus, la Terre et Mercure, pardon. Donc, c'était vraiment ça qui m'a amené dans ce sujet-là. Il y a une discipline qui s'appelle l'astrobiologie, qui s'intéresse justement à la question est-ce qu'on est seul dans l'univers, puis dans cette discipline multidisciplinaire là que je vous invite à aller taper ça sur un moteur de recherche astrobiologie. Attendez, vous allez par contre, trouver des la fin de la scientifiques. diffusion en direct. Ben non, J'ai dit attendez juste à la maison la fin de la diffusion en direct. Vous allez avoir le temps de toute façon là, mais vous allez trouver des scientifiques qui viennent de toutes sortes de disciplines différentes qui amènent leur expertise pour répondre à la grande question est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Donc des biologistes qui vont s'intéresser aux formes de vie les plus résilientes, les plus capables de s'adapter à des environnements extrêmes, par exemple, vont contribuer à cette science-là. Puis moi, ben j'avais le goût de contribuer avec ma spécialité, donc avec l'astronomie. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée aux planètes, aux exoplanètes. Et donc, on en est là à la toute dernière question. Donc, pendant qu'on la pose, qu'on y répond, si jamais il vous reste une question, vous avez vraiment envie d'avoir la réponse pour les personnes qui sont en direct, c'est maintenant qu'il faudrait la poser. Mais donc, Marie-Ève, selon toi, selon ton expérience, selon les connaissances actuelles, est-ce qu'il y a de la vie dans l'univers? Je trouve ça vraiment le fun de me faire poser cette question-là. Je trouve ça le fun de me poser cette question-là. Puis j'aurais envie de la relancer toujours, la question, parce que pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, ta réponse est aussi bonne que la mienne dans un sens. Mais c'est sûr que on est optimiste parce que présentement, avec toutes les découvertes qui ont été faites depuis cette première découverte là, de la première exoplanète en 1995, maintenant on en connaît des milliers, puis on se doute qu'il y en a autour de pratiquement toutes les étoiles. Ça nous encourage parce qu'on se dit ça donne. Parce que je vous parlais de centaines de milliards d'étoiles dans la galaxie, donc ça nous donne pas mal de place là où la vie aurait pu naître. Donc, moi, j'ai envie d'être optimiste. J'ai envie de dire que probablement, une petite nuance qu'on fait souvent quand même en astrobiologie, c'est de dire que il y a beaucoup plus de chances que cette vie-là ressemble davantage à des microbes, on n'espère pas à des virus,
à des microbes, des petites bactéries, des formes de vie très simples, que des formes de vie très évoluées là, qu'on peut imaginer ou qu'on s'amuse à inventer là, pour des scénarios de science-fiction, parce que ça a pris beaucoup d'étapes. Là. Quelqu'un qui connaît l'histoire du développement de la vie pour arriver jusqu'à aujourd'hui, ça a pris énormément d'étapes qui auraient toutes pu ne pas arriver. Donc, c'est ça. De la vie microbienne, probablement. De la vie très évoluée là, avec laquelle on pourrait avoir des échanges. Peut-être. Je sais pas. Oui, ça demeure probablement un des plus grands mystères de la science, en tout cas en astronomie. Et malgré Oui. que l'étude des astres, ça peut paraître un peu froid, il y a tout ce petit côté-là, on dirait, de excité où Oui. Ça les vient gens nous qui sont en alimenter. astronomie veulent vraiment savoir s'il y a de la vie dans l'univers. Et puis, bon, on y va de chacun nos opinions en fonction de ce qu'on sait, mais il y a quand même beaucoup de recherches qui se fait actuellement, puis c'est Oui. fascinant de suivre ça. On verra si on a des résultats de recherche qui vont nous aider à mieux comprendre ça dans les prochaines Oui. décennies pendant notre existence, mais c'est vraiment quelque chose de fascinant à suivre. Belle question. Oui, je veux juste en profiter pour dire aux gens de suivre l'évolution là, le lancement du télescope spatial James Webb, qui est un James immense Webb. télescope qui va nous permettre d'avoir des réponses à ce genre, pas nécessairement dire il y a de la vie, mais d'avancer dans nos questionnements. Donc, je vous invite à suivre ça. Là. Le télescope devrait être lancé peut-être avec un petit peu de retard, là, mais dans les prochaines années, là, suivez ça, ça vaut la peine. Alors, le temps file. On a quand même pensé à vous. On a pensé à vous pour des petites activités que vous pourriez faire avec vos élèves ou sinon en ce moment en famille. Alors, première activité que j'avais envie de vous proposer, une activité qui s'appelle Dans le ciel, je peux voir. C'est une activité qui a été faite justement par ta collègue sur le site découverte de l'univers.ca. Le site ne se trouve pas bien quand on le met dans Google, donc faites juste le noter www.découvertedelunivers.ca. Il y a aussi sur YouTube donc plusieurs vidéos explicatives à la découverte de l'univers et une activité super simple que vous pouvez faire. Bien, vous pouvez sortir à l'extérieur le jour, on lève ses yeux vers le ciel et puis observer ce qui est visible. Et quand on répète cet exercice-là, le soir, la nuit, c'est assez fascinant de se rendre compte tout ce qui peut nous apparaître. Les choses parfois aussi qu'on pense qu'on ne peut pas voir le jour, où on a l'impression qu'on peut rien voir, puis whoop, tout d'un coup, on se dit, mais comment ça se fait est-ce que je vois la Lune aussi bien aujourd'hui? Et de faire le jeu des comparaisons, les différences entre le jour et la nuit. Sinon, ben, une activité classique qu'on retrouve souvent et qui est vraiment super intéressante à faire en astronomie. Puis on peut la faire de jour et de soir. On peut regarder avec les élèves qu'est-ce qui pourrait expliquer les phases de la Lune et leur demander de le compléter aussi à la maison. Un excellent site aussi pour avoir beaucoup d'activités, c'est le site de Espace pour la vie, donc le planétarium. Si vous allez sur Espace pour la vie, il y a plusieurs onglets. Il y a un onglet qui s'appelle Jeunes et enseignants. Et on a des activités complémentaires à la visite si vous allez à Espace pour la vie. Donc, il y a des activités complémentaires à faire avant ou après. Parmi celles-là, il y a une fiche d'observation des phases de la Lune. Et là, vous avez des cases pour chaque jour de la semaine où vous avez un rond vide et on peut noircir pour par la suite dessiner quelle forme est-ce qu'on a quand on regarde la Lune. Donc, vous pouvez soit imprimer la fiche d'observation de la Lune sur Espace pour la vie, sinon vous pouvez la faire en indiquant le jour, la date, l'heure, la forme. Et on peut par la suite donc rechercher la Lune dans le ciel chaque jour, le matin, le soir, voire pendant la nuit, à quel moment on peut la voir, évidemment, quand il n'y a pas de nuages. Et vous pouvez noter la date, l'heure des observations, évidemment, et on noircit le cercle pour reproduire l'aspect de la Lune tel qu'on la voit. Donc, ce sont des activités, Espace pour la vie, il y a beaucoup d'autres activités à la découverte de l'univers, vous allez en trouver d'autres, mais vraiment, ce sont des activités toutes simples que vous pouvez faire. Puis je pense, Marie-Ève, est-ce que tu avais d'autres ressources ou tu les as Oui, nommées oui. pendant la présentation, oui?
Je voulais juste dire que sur le site de la découverte de l'univers, il y a le fameux lever les yeux vers le ciel là, qui contient environ 8 activités, mais il y a aussi un autre document, trousse d'activités pédagogiques, qui contient plein d'activités intéressantes, là, comme entre autres stimuler un atterrissage de sonde sur Mars avec un œuf. C'est super intéressant. C'est toutes des belles activités. Espace pour la vie, effectivement, le planétarium, le cosmodome, c'est aussi un endroit où on peut trouver différentes activités là, pour vos petits astronomes et astronautes, dans ce cas-là, en herbe. Et puis, je vous invite évidemment sur la page Facebook de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Ces temps-ci, ils organisent là, des soirées d'astronomie. Normalement, on organise ça dans les bars, Astronomie en fût, ça s'appelle, mais là, on l'ajuste en direct sur Internet. Puis la dernière chose que je voulais vous inviter à regarder, si vous êtes intéressé par l'astronomie, c'est l'Astrolabe du Mont-Mégantic, oui, qui ces temps-ci, et ça, c'est des animateurs là, de premier plan, et ces temps-ci, vous les avez dans votre écran gratuitement. Ils sont sur leur page Facebook à tous les jours à 11h pour parler d'astronomie. Même chose pour ma collègue Julie à la découverte de l'univers. Non seulement elle fait des belles activités, mais ces temps-ci, elle fait des lives en français et en anglais. D'ailleurs, toutes ces ressources sont bilingues, donc c'est super intéressant. Il y a beaucoup de choses pour satisfaire la curiosité des petits astronomes en herbe et des grands aussi. Donc, si jamais vous avez d'autres suggestions à partager, vous pouvez les partager sur le groupe des sciences dehors à l'école. Et sinon, ben, vous pouvez m'écrire sur Facebook. Si vous écoutez en rediffusion sur YouTube, vous avez juste dans le coin, juste là, mon adresse courriel que vous pouvez voir. Vous pouvez m'écrire directement. Je vous invite vraiment à partager, s'il vous plaît, ces ressources-là. Sur YouTube, vous pouvez écrire mon nom, Jean-Philippe Ayotte-Baudet, Sciences dehors. Vous allez trouver toutes les vidéos. C'est déjà notre 3e séance. On en a d'autres en préparation pour les prochaines semaines. Et je voudrais, Marie-Ève, vraiment te remercier très chaleureusement pour avoir accepté cette invitation. Donc, peut-être juste avant de nous laisser, j'aimerais ça te poser une dernière question. Donc, aujourd'hui, toi qui es astronome, qu'est-ce qui te garde avec ton cœur d'enfant? Qu'est-ce qui fait que tu as encore autant le goût? C'est quoi la sensation que tu aimes le plus quand tu penses à l'astronomie? C'est très simple. Tu sais, moi, je vous ai dit, j'habite à Montréal, mais ces jours-ci, j'habite chez mes parents qui sont en campagne. Puis lever les yeux au ciel, là, c'est extrêmement riche. Ça a l'air banal, mais ça ne l'est pas. À chaque fois qu'on lève les yeux au ciel, la nuit, puis qu'on a la chance justement d'avoir un ciel qui est plus étoilé que d'habitude, là, il y a une connexion presque magique qui se fait. Donc ça, c'est sûr que ça me garde accroché. Puis toutes les questions que je me pose de toute façon, je pense que je pourrais jamais décrocher de la science. Moi, je suis un peu accro. Alors, tout le monde à la maison, sortez à l'extérieur pendant les prochains jours. Proche de la maison, lever les yeux au ciel, on peut se poser des questions fascinantes avec tout l'univers, de l'astronomie, j'allais dire, mais tout l'univers, tout simplement. Je vous remercie encore extrêmement chaleureusement d'avoir été avec nous, toutes les personnes qui sont en direct, qui nous posent des questions à l'avance pendant, toutes les personnes qui prennent le temps de nous regarder. Donc, partagez, s'il vous plaît, ça fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui sont curieux, curieuses. Faites-leur connaître les ressources. Et Marie-Ève, je te remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve tout le monde très prochainement pour une prochaine diffusion en direct jeudi la semaine prochaine à 14h. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, bye bye. Bye bye.